Nouvelle vidéo pour parler du Cameroun et demander avec force la libération de Patrice Nganang, désormais arrêté depuis une semaine, puisque nous sommes le mercredi 13 décembre. Les liens vers la pétition, des articles d'information, etc. sont en dessous de la vidéo. Et j'ai choisi aujourd'hui non pas de lire un texte de Patrice Nganang, mais de lire un texte de Mongo Betty, des extraits d'un article de Mongo Betty, un des nombreux textes critiques ou polémiques ou d'analyse de Mongo Betty repris dans les 3 tomes du Rebelle chez Gallimard. Ça c'est le tome 3 donc, du Rebelle. Ce sont des textes qui ont été réunis par André Giffac. C'est une somme extrêmement précieuse, hein, les 3 tomes du Rebelle. En quelque sorte, ça recueille l'ensemble des textes non romanesques ou non fictionnels de Mongo Betty, et ce 3e tome rassemble les textes écrits de 1995 à sa mort en 2001. 2001 qui, soit dit entre parenthèses, est l'année de la publication de Temps de chien de Patrice Nganang au serpent à plumes. La raison pour laquelle je choisis ce texte de Mongo Betty, c'est le texte numéro 56 à la page 331 dans le recueil. Il s'agit d'un texte de la toute fin de l'année 1999, et c'est un texte qui est intitulé « La passivité des Camerounais devant la déchéance généralisée ». C'est un texte qu'il a publié à la fin 1999. Et je vais en lire des extraits, mais je pense que j'ai même pas besoin de commenter le lien que je fais entre ce texte et l'actualité, la détention arbitraire de Patrice Nganang, pas dans les geôles du pouvoir autocratique de Paul Biya au Cameroun. Depuis 10 ans, ou peu s'en faut, nous nous efforçons de renverser le dictateur postcolonial Paul Biya, agent du colonialisme français. Mais nos tentatives échouent lamentablement l'une après l'autre. Et je rappelle, hein, là c'est moi qui parle, mais je rappelle, ce texte a 17 ans. Hein. Inutile de nous voiler la face, la seule, la vraie, l'unique question qui se pose aujourd'hui est la suivante: pourquoi cette impuissance? Tout le reste ne serait que bavardage et littérature. Personnellement, je déplore l'inexistence d'une analyse théorique adéquate. J'en donne le premier exemple que voici. Le 21 octobre 1996, j'accorde au Messager, numéro 553, une interview où je déclare en substance que le grand problème de la démocratisation au Cameroun, contrairement à ce que tout le monde semblait croire, ce n'est pas la candidature unique, ni même l'union de l'opposition, c'est avant tout la lutte contre la fraude électorale. Selon moi, tout devrait être fait pour contrecarrer la détermination du renouveau à frauder massivement les élections. Je n'excluais pas à cet effet un recours à des organismes spécialisés étrangers, comme le Centre Carter, bien connu. Ce n'était d'ailleurs pas une idée nouvelle. C'est ce que je dis depuis 1991, parce que c'est le bon sens même. Je l'ai dit en 1992 dans un article devenu célèbre, publié par Le Messager sous le titre « La malédiction ojoulatiste ». C'est une référence à Norbert Ojoula. Bon, vous lirez plus de textes de Mongo Betty. Je passe une partie du texte et je passe un petit peu à l'analyse un peu plus théorique. Voyons où, parce que c'est tellement bien écrit comme argumentation que c'est difficile à découper. Allez, je vais lire un peu plus extensivement que je ne pensais. Je voudrais éviter de tomber dans le piège des boucs émissaires à ce sujet. Ce n'est pas le seul Kengné Pokam, ni tel autre conseiller d'un leader politique qui ont manqué de clairvoyance. Nous en sommes tous là, toute notre société en est là. Notre société n'est pas sous-développée uniquement sur le plan économique, tout se tient, nous sommes aussi sous-développés intellectuellement. La capacité de notre intelligence collective à appréhender les causalités de notre destin n'est pas à la hauteur de la situation. Comment la développer? C'est toute la question. En tout cas, notre presse devrait nous y aider non seulement par la plume des journalistes, mais aussi par la correspondance des lecteurs, par le débat public et populaire. Qu'on se rappelle la grève de la Camer et l'incendie du quartier Ensam en 1998. Tant que la grève n'a concerné que les pilotes camerounais, le pouvoir n'a pas bougé. Dès que le personnel au sol s'en est mêlé et que les avions étrangers n'ont pu ni décoller ni atterrir, il n'a pas fallu 24 heures pour que le gouvernement cède. Conclusion: mettez en péril les intérêts étrangers et le pouvoir s'accroupit. Précision: mettez en péril les intérêts d'Elf-Aquitaine, grand sponsor du système Paul Biya, comme de tous les systèmes dictatoriaux qui gangrènent l'Afrique centrale, et Paul Biya s'accroupit. Il faudra bien un jour nous en prendre aux intérêts d'Elf-Aquitaine dans notre pays.
L'affaire de Nsam, elle, révèle, comme la presse l'a bien vu et décrit, qu'il n'y a pas d'État au Cameroun et que le renouveau est bien incapable d'en construire un. Sinon, en 18 ans, il l'aurait fait. Dans quel autre pays au monde les populations peuvent-elles barboter 4 heures durant, au moins, dans des mares d'essence, le produit le plus inflammable qui est au monde, sans aucune intervention des pouvoirs publics? Je réponds catégoriquement dans aucun, absolument aucun. Le Cameroun de Paul Biya est un cas unique. En France, par exemple, pays civilisé, il est vrai, entendez doté d'un véritable État, il n'aurait pas fallu 10 secondes pour que police, pompiers, gendarmes, etc. s'en mêlent. 10 secondes là-bas, plus de 4 heures chez nous, comparé. L'extrême sensibilité des intérêts étrangers et l'absence de l'État, voilà 2 axes, sans compter la fatalité de la fraude électorale, sans laquelle le renouveau ne pourrait se maintenir au pouvoir et qui aurait dû depuis longtemps orienter la praxis de l'opposition. Paradoxalement, voilà 3 thèmes dont on ne trouve l'influence nulle part dans les programmes des dirigeants de l'opposition. Le postulat superficiel et naïf adopté par cette dernière n'établissait-il pas que les élections seraient démocratiques, transparentes, honnêtes, en somme que nous passerions de la dictature monopartiste à la démocratie sans problème? Aussi, ces dirigeants ont-ils tous tout investi dans les élections? C'était de la pure chimère romantique, et non le fruit d'une réflexion rationnelle. Je dénonce, en deuxième lieu, et là c'est vraiment les pages qui m'ont le plus marqué par rapport à la situation actuelle, je dénonce en deuxième lieu le déficit de militantisme caractéristique de la société camerounaise et symptomatique de son arriération. Peut-être les partis politiques, toutes obédiences confondues, sont-ils pour quelque chose dans cette situation? Voulant s'assurer une emprise exclusive sur leurs adhérents, ces partis ont sans doute découragé l'apparition d'autres formes d'organisation, telles que les comités de quartier, les associations non partisanes de citoyens, etc., dans lesquels ils voient apparemment des rivaux, oubliant qu'ils constituent au contraire le véritable terreau d'un processus démocratique. Moi qui ai vécu 42 ans à l'étranger, toujours Mongo Betty qui parle, je suis stupéfié de constater que les exactions de la Sonnelle, par exemple, à l'encontre des familles populaires, ne rencontrent aucune opposition. Ailleurs, les citoyens se seraient constitués en groupe d'autodéfense pour s'opposer physiquement aux méthodes de la Société nationale d'électricité qui, sous prétexte d'une anomalie qui n'a pas été prouvée dans un compteur, dépose celui-ci et accule une entreprise à la fermeture temporaire, une famille aux ténèbres, tout un quartier à l'insécurité. J'ai été victime de cette brimade 2 fois, avant d'apprendre un jour de la bouche d'un dirigeant de la Sonnelle qu'il faut la présence d'un huissier pour valider la dépose d'un compteur. Je passe un petit peu et je reviens à la question, enfin je reprends un paragraphe dans lequel Mongo Betty parle du déficit de militantisme. Ce qui est intéressant bien sûr dans le cas de Patrice Nganan aujourd'hui en décembre 2017, c'est que c'est un militant, que cela fait plusieurs années bien entendu qu'avec l'association Génération Change notamment, ils mettent des chantiers participatifs qui en quelque sorte pallient les déficits de l'État et les manques de l'État dans le développement des quartiers notamment, hein. Et donc, sur cette question de la passivité, de l'absence de culture théorisée et intellectuelle de l'opposition à la dictature, on en voit actuellement tous les effets, y compris dans le débat autour de l'arrestation de Patrice Nganan, qui donne lieu à des espèces de réflexes, un peu de caste tout à fait étonnants, enfin étonnant, malheureusement tristement attendu. Je finis de lire un extrait de ce texte de Mongo Betty. Décembre 1999, je le rappelle, ce texte a en fait 18 ans, je disais 17, il a 18 ans. C'est d'ailleurs ce déficit de militantisme, cette passivité ordinaire de nos populations, qui peut excuser cet autre grief de mon autocritique, l'électoralisme débridé de nos partis d'opposition, lesquels apparemment n'ont jamais entendu parler de la fonction tribunicienne des formations politiques, c'est-à-dire de la défense du citoyen au quotidien. Imaginez qu'un homme politique, professa-t-il l'idéologie la plus exécrable, comme Jean-Marie Le Pen, soit arrêté, détenu, jugé dans les conditions où le fut Titus Edzoa. C'eût été aussitôt une levée de bouclier unanime, je veux dire venue de toutes les sensibilités politiques de l'Hexagone, aussi bien d'extrême droite, de droite, du centre que de gauche et d'extrême gauche. Chez nous, au contraire, les leaders de l'opposition ont eu du mal à cacher leur satisfaction de voir éliminer un concurrent, fût-ce par les moyens les plus inquiétants, qu'on pourrait d'ailleurs leur appliquer un jour. Bien sûr, on a entendu au demeurant très tardivement quelques vagues protestations faites à l'étranger, comme par hasard. Mais en vérité, Titus Edzoa et tous ceux qui essayaient de faire quelque chose en sa faveur ont été marginalisés. Ces soupçons ont semblé justifiés à plusieurs reprises, ces derniers temps, par le penchant incompréhensible de ces leaders à négocier et dialoguer avec un pouvoir dont les masses savent qu'on ne peut rien attendre. Tout se passe comme si ces leaders dits d'opposition subissaient une sorte de fascination de la part du pouvoir, comme si au fond, leur seul rêve était d'y arriver. À mon avis,
et là c'est la conclusion de Mongo-Betty, à mon avis, la fonction d'un parti d'opposition est de cheminer côte à côte avec la population, au ras du sol, c'est-à-dire de toutes les attentes des gens, non seulement pour les aider dans leur vie quotidienne, comme je l'ai dit, mais aussi pour canaliser leurs révoltes et les orienter le jour venu vers les finalités positives. Kamer, Ensam et d'autres événements montrent d'une façon éclatante que le renouveau de Paul Biya, s'il voulait remonter la pente, l'aurait fait depuis longtemps. S'il en était capable, le renouveau est constitutivement impuissant à surmonter ses défaillances. Un système qui ne peut pas empêcher que des centaines, sinon des milliers de gens du petit peuple pataugent pendant des heures dans des mares d'essence n'est plus vivant qu'en apparence. C'est un régime zombie. Les vrais partis de l'opposition, même s'ils n'ont pas contribué à cette déliquescence, doivent en faire le constat et se préparer à une alternative révolutionnaire portée par la spontanéité des masses qui exaspère chaque jour davantage l'oppression, l'incompétence et les violences du système. Dans un tel contexte historique, il ne saurait être question de négocier, ni même de dialoguer. Notre stratégie devrait être celle d'une alternance appuyée sur la révolte des masses lasses d'être spoliées de leurs droits et de leurs avantages. Je dis que ce Big Bang approche, ce jour où le ras-le-bol populaire sera irrésistible. Il y aurait bien des choses à dire encore, mais restons-en là pour le moment. Alors je vais laisser tout un chacun écouter ce texte que je viens de lire, enfin les extraits de ce texte que je viens de lire, se référer au texte complet pour le reprendre dans le tome 3 du Rebelle de Mongo-Betty chez Gallimard, en continent noir, les textes réunis par André Djiffak. Mais la seule chose qu'on peut constater, c'est que 18 ans plus tard, le Big Bang n'a toujours pas eu lieu. Et en revanche, tout ce que Mongo-Betty appelle de ses voeux dans la lutte avec la population au quotidien, au ras du sol, comme il le dit à la page 336, c'est exactement ce que fait Patrice Ngannou, à la fois comme écrivain et comme activiste et comme militant. Et c'est ce pourquoi il est actuellement détenu. Donc c'est exactement cette opposition démocratique. Et ce que l'on a pu voir malheureusement, c'est également ce qu'il dit sur le fait que d'autres opposants se réjouissent qu'un opposant soit réduit au silence ou embastillé. Eh bien c'est encore ce qui est en train de se passer, puisque un certain nombre d'intellectuels, de journalistes, ou d'intellectuels prétendus, d'intellectuels organiques comme Achille Mbembe, se réjouissent actuellement, en fait, à mots même pas couverts, de la situation dans laquelle se trouve Patrice Ngannou. Donc on est vraiment malheureusement dans une sorte de réédition de ce que Mongo-Betty avait admirablement analysé il y a 18 ans. Voilà, une vidéo un peu longue, mais voilà, j'espère que le texte était clair et éclairant et intéressant. Et je rappelle que c'est une vidéo dont l'objectif aussi est de doubler, enfin de doublonner plus exactement, la pétition demandant la libération de Patrice Ngannou. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et bonne journée quand même.